Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de La pensée et les hommes. Dans cette émission, nous allons aborder un sujet qui sort peut-être des sujets habituellement traités à La pensée et les hommes, à savoir la thématique des Jeux olympiques. À l'heure où les médias nous parlent essentiellement de la performance de nos sportifs, où les médias nous parlent également du prix des tickets de métro qui augmentera le mois prochain à Paris, nous souhaiterions revenir sur l'olympisme en lui-même, l'idée de l'idéal olympique. Il nous paraissait important pour ceci d'inviter deux personnalités de choix. Tout d'abord, Alain Ducarme. Alain Ducarme, bienvenue. Bonsoir. Vous avez été président de la Fédération belge de kendo pendant de nombreuses années, le kendo étant l'escrime japonaise. Vous avez été également président de la Fédération européenne pendant près de 33 ans et vice-président de la Fédération mondiale de kendo. Vous avez donc une expertise tout à fait exceptionnelle en matière de sport et de sport de haut niveau plus particulièrement. Également avec nous, à vos côtés, Alain Boinet. Alain Boinet, vous avez de multiples casquettes. Vous avez été diplômé de nombreuses écoles de commerce, mais je dirais, deux facettes de votre profil qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. C'est d'abord votre casquette de préparateur physique, de coach sportif, et votre casquette de spécialiste, coach en programmation neurolinguistique, en PNL. Donc vous alliez à la fois le corps et l'esprit. Alors, pour commencer, je voudrais vous poser une question à tous deux, peut-être en commençant par Alain Ducarme. Je voudrais vous demander, pour vous brièvement, qu'est-ce que cela évoque, l'idéal olympique ? L'idéal olympique, comme beaucoup d'idéaux, c'est quelque chose qui est magnifique, qui fait qu'on espère avoir au travers de ces rencontres une fraternité qui s'élargit. On espère trouver un monde plus en paix qu'on l'a connu avant de partir. Ça, c'est un idéal et, mon Dieu, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Après, l'olympisme est peut-être quelque chose d'un petit peu différent aussi. Très bien, donc on parle assez peu de performance. Pour commencer, Alain Boinet, vous voulez peut-être réagir ou vous... Mais pour moi, l'olympisme, c'est une philosophie de vie. C'est une façon de mettre le sport au service de l'humanité, à travers l'application de qualités qui sont des qualités de corps, de volonté, d'esprit. Et on va retrouver des actions qui vont allier sport, culture et éducation. Et on défendra surtout des valeurs, 3 valeurs principales qui pour moi sont essentielles. C'est l'excellence, l'amitié et le respect. Et donc ici, à travers un événement comme celui-là, je pense que l'investissement est important. C'est un rendez-vous important aujourd'hui dans notre société parce qu'on met en avant toutes ces valeurs et c'est ça qui compte. Je pense que quand on aborde la question de l'olympisme, il est difficile de faire fi de l'histoire des Jeux olympiques. Et comme chacun le sait, les Jeux olympiques naissent en Grèce au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et déjà à cette époque, les Jeux olympiques sont intimement liés à l'histoire politique de la Grèce, à l'histoire même guerrière de la Grèce, puisque les Jeux olympiques semblent être nés dans un contexte de guerre extrêmement sanglante entre différentes cités grecques, et où celles-ci choisissent une fois par an d'observer une trêve guerrière, durant laquelle et après laquelle les combats sont interdits, et où les athlètes se rendant aux Jeux olympiques bénéficient d'une sécurité totale pour se déplacer à travers le pays. Ce sont des événements où seul l'honneur, la gloire comptent, contrairement à ce qu'on pense habituellement. Donc ce n'est pas la performance, le résultat qui est nécessaire dans ces événements. Les Jeux olympiques meurent au IVe siècle après Jésus-Christ pour renaître au XIXe siècle, mais sous un jour un petit peu différent. Pierre de Coubertin, comme chacun le sait, à la fin du XIXe siècle, insiste abondamment sur l'idée de l'émulation par le sport. La recherche effectivement d'une universalité entre les êtres humains par l'émulation sportive. C'est la fameuse devise « toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort », la devise officielle des Jeux olympiques. Mais durant le XXe siècle, on s'aperçoit que les nationalismes s'emparent du sport immédiatement et se livrent alors une lutte peut-être pas sanglante, mais acharnée.
qui semble quand même assez contradictoire avec l'idée d'émulation sportive. Est-ce que vous pensez que l'idéal olympique aurait été perverti? Alain Boinet, peut-être? En fait, c'est vrai que c'est plus vite, plus haut, plus fort, mais en 2021, à Tokyo, ils ont rajouté un mot qui est essentiel, c'est « ensemble ». Et ça donne, en 2021, ça donne tout un sens à ce concept, à ces mots latins au départ, Citius, Altius, je les lis, Fortius. Ça donne une dimension essentielle et fondamentale. Et c'est vrai que c'est un investissement énorme, mais aujourd'hui, je pense qu'on a compris qu'il y avait un rendez-vous, essentiel qui était pris avec tous ces peuples pour que finalement on puisse se retrouver autour d'un événement qui va rassembler, qui va permettre à chacun de se dépasser. Et j'espère que je pense que les sportifs vont mettre en avant surtout le respect, les valeurs de respect, les valeurs d'amitié, les valeurs de fraternité, qui sont les valeurs essentielles de l'olympisme. Mais je crois qu'effectivement, on est dans un système qui est un système qui a privilégié cette idée d'avoir une rencontre et d'établir des relations véritablement qui ont du sens au travers d'une activité particulière qui est le sport. Naturellement, on suit aussi l'évolution de la société dans son ensemble et toute une série d'éléments aujourd'hui ont fait qu'on a fait quand même, à mon sens, un pas extrêmement important entre le début présenté par celui qui l'a relancé, je ne reviens pas sur le nom maintenant, Pierre de Coubertin, qui voulait que ce ne soit que des non-professionnels qui participent à l'élément. Et que bien sûr, à partir du moment où on introduit le professionnalisme dans la chose, on introduit tout ce qui l'accompagne et toutes les raisons qui sont autour. Mais il est évident que l'essentiel est de pouvoir garder cet esprit. Et c'est ce qui est parfois un petit peu difficile aujourd'hui dans un monde où, bien sûr, on sait quel est le Dieu actuel et l'influence qu'il peut avoir. Merci pour vos réponses. Ça me permet de passer peut-être au deuxième volet de notre émission. On a abordé la question de l'histoire de l'olympisme, des Jeux olympiques, de ce passage de la recherche de l'honneur, de la gloire à l'émulation et puis peut-être à une déformation de cet esprit olympique, mais qu'on essaye de raviver tant bien que mal en mobilisant des symboles, finalement. Le rajout de ce petit mot « ensemble » à la fin de la devise olympique est très porteur de sens à ce niveau-là. Mais on va se tourner maintenant plus vers l'humain, vers les Olympiens, finalement. Je voudrais vous poser une question. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de valeurs, de culture, finalement, de l'esprit, etc. Bon, tout c'est un vocabulaire qui revient souvent lorsqu'on parle de sport de haut niveau. Mais il y a quand même un constat qui me frappe, moi, qui me semble nécessaire de poser. C'est le suivant. Lorsqu'on est athlète de haut niveau, on doit faire énormément de sacrifices, énormément d'efforts. On doit faire des concessions également sur sa vie sociale, sur le régime, sur toute une série de choses. Bon, c'est énormément d'efforts. Et si on n'appartient pas à un sport tel que le football ou le tennis ou peut-être le golf où il y a beaucoup d'argent, eh bien, finalement, les revenus, les rentrées sont assez minimes par rapport à l'investissement. Ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui motive les individus à rentrer dans cette démarche sportive de haut niveau? Qu'est-ce qui motive les individus à aller chercher ces résultats, sachant que beaucoup d'appelés, peu d'élus? Alain Ducarme, peut-être? Je crois qu'on se retrouve toujours un petit peu face aux mêmes choses. Quelles sont les raisons pour lesquelles on commence un sport? Quelles sont les raisons pour lesquelles on les poursuit? Et ainsi de suite. Et bien entendu que c'est comme une vie en général. Les raisons du début ne sont pas celles du milieu et ne sont certainement pas celles de la fin de l'application. On a aujourd'hui des attirances qui font que, chez nous en tout cas, la plupart des gens qui arrivent pour des raisons
qu'ils abandonnent extrêmement rapidement. Il y a une question de folklore, il y a une question de show ou de choses du genre. Et puis, il y a la découverte réelle de ce qu'est le sport avec toutes les exigences dont on vient de parler et que je ne vais pas reprendre. Et il faut absolument, pour pouvoir persévérer et en tout cas atteindre les plus hauts niveaux, avoir pas cet esprit de sacrifice qui est nécessaire jusqu'à un certain point, mais surtout une intime conviction que ce que l'on fait est quand même bon pour soi et c'est quand même par ce chemin-là qu'on a une réalisation d'une vie, quels que soient les niveaux auxquels on est parvenu, bien entendu. Alain Boisnet, vous voulez ajouter quelque chose? Pour moi, au départ, il y a une volonté. Il y a une volonté, et c'est l'essentiel, à mon avis. Il y a une volonté de dépassement de soi, mais il faut avoir des qualités physiques. Il faut avoir un esprit, je veux dire, éveillé à ce genre à cette approche. Et alors, il y a un partage. Et je pense que l'idée de ce partage fait que on dépasse ce qu'on est à la base, on va toujours plus loin. Et en fait, ça me rappelle une expérience que j'avais avec un champion que j'ai rencontré à l'occasion de sports d'hiver. C'est Mathieu Bozzetto, quintuple champion du monde, 64 podiums, 35 victoires. À un moment donné, il se retrouve à 35 ans, je veux dire, on dirait presque à 35 ans en fin de carrière, avec des blessures et un questionnement. Est-ce que je vais à Vancouver ou pas? Et là, il y a tout un travail qui était au-delà du travail physique, qui a été mis en place avec de nombreuses discussions. Et je suis heureux quand j'ai réalisé qu'il était allé à Vancouver et il est revenu avec une médaille de bronze. Mais alors, permettez-moi de rebondir là-dessus. On a évoqué des choses très très importantes. On a parlé du corps, il faut un talent physique quand même à la base, bon, mais du travail. Et puis, on a aussi évoqué la question de la nécessité de l'esprit. Le corps et l'esprit, c'est quelque chose qui revient régulièrement et de plus en plus. Hein. La parole se libère dans le milieu sportif sur l'importance du mental, du psychique, etc. Et je voudrais vous demander, à tous les deux, finalement, le corps et l'esprit, le corps ou l'esprit, le corps puis l'esprit ou l'esprit puis le corps. Et c'est une question ouverte, évidemment, et je me demande, Alain Ducarme, on va commencer avec vous, vous qui connaissez bien le monde oriental et le monde occidental, de facto, est-ce que vous pouvez voir une différence là, peut-être entre deux visions du monde différentes, deux rapports au corps et à l'esprit différents? Mais naturellement, si je me prends comme exemple pour savoir le chemin que j'ai parcouru, je me souviens que dans les humanités, on nous avait parlé de Descartes, et je ne sais pas pourquoi, j'avais eu une réaction... j'étais dérangé par cette approche de couper, séparer, réduire, et ainsi de suite. Et les circonstances ont fait que je me suis à ce moment-là intéressé un petit peu au zen et à ce qui tournait autour, et que j'ai donc commencé les arts martiaux. J'ai trouvé là-dedans l'espèce, je dirais presque d'antidote de la chose. Si le corps n'est pas avec l'esprit ensemble, il n'y a pas de chemin. S'il n'y a que le corps, bien sûr que l'on va vers la finitude à laquelle nous irons tous, mais s'il n'y a de l'autre côté que l'esprit, là, on part dans des mondes qui ne sont pas possibles. L'union du corps et de l'esprit est quelque chose qui, entre autres dans les arts martiaux, mais ce n'est pas exclusivement là que ça se trouve, quelque chose de magnifique, parce que ça permet pour quelqu'un comme moi qui suis à l'aube de mes 80 ans, de pouvoir encore combattre avec des jeunes. Je ne le fais pas en compétition, bien entendu, puisque là, le corps ne serait plus à la hauteur, mais l'esprit a pris un énorme relais par rapport à la déficience.
Et l'ensemble des deux, cette espèce d'harmonie d'être le centaure plutôt que d'être le cavalier ou le cheval, me semble être une voie plus raisonnable que le fait de tout découper. Alain Boisnet, je sais que l'un de vos adages favoris est « l'énergie suit la pensée ». Exactement. Et je vais citer Saint-Exupéry qui disait qu'à force de marcher vers l'impossible, on s'aperçoit que celui-ci recule. Et c'est tellement vrai. En fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. On nous impose des barrières. Oui, bien souvent, dans notre société, dans notre éducation, dans le chemin qu'on suit, il y a toujours des détracteurs, il y a toujours des gens qui vont chercher à vous limiter. Mais on parle d'expérience de vie. Moi, mon expérience de vie est que, vous parlez de mes diplômes, je n'aurais jamais eu les diplômes que j'ai si je n'avais pas eu le sport. Le sport m'a permis d'aller au-delà, d'aller plus loin, toujours plus loin. Et j'espère quand j'aurai 80 berges, je pourrai encore pratiquer mon entraînement régulièrement. Je me souhaite. Alain Descarmes, je voudrais vous poser une dernière question avant qu'on clôture cette première partie de l'émission. Vous êtes un maître de kendo, vous avez eu des hautes responsabilités dans les différentes fédérations belges, européennes, mondiales. Tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, il me semble que j'ai lu quelque part que le kendo, c'était la culture de soi par la pratique du sabre. Ça semble très compatible avec l'olympisme. Mais pourquoi le kendo n'est-il pas un sport olympique? Pourriez-vous nous expliquer brièvement, en quelques minutes? De façon très, très rassemblée, il y a à l'intérieur du kendo aujourd'hui, on va dire une seule fédération, pour faire simple, dans laquelle se mélangent des professionnels et des amateurs. Donc ça, c'est déjà une première difficulté, c'est de mettre les deux en relation, parce que pour qu'il y ait des professionnels, il faut qu'il y ait un soutien d'État, de la politique. Enfin bon, ça ce n'est pas des choses que nous pouvons, je ne veux pas dire manipuler, mais nous ne pouvons pas nous servir de ces éléments-là. Par contre, il y a dans l'appréciation de la frappe, puisque c'est ça l'élément de langage du kendo, une grande différence entre la façon de le faire avec du bambou et la façon de le faire avec ce qui aurait été une vraie lame. On n'a déjà pas beaucoup de membres. Si en plus on le faisait avec une vraie lame, naturellement, on ne serait même pas ici pour en parler. Et en même temps, on ne peut pas supprimer un élément de jugement tout à fait qualitatif. Le fait de toucher, comme ça se fait par exemple, et avoir une lampe qui s'allume ou quelque chose du genre, c'est une façon de faire les choses. Ici, en kendo, pour que le point soit reconnu, etc., il faut qu'il y ait une qualité, et cette qualité, elle n'est pas quantifiable. Et donc, une fois qu'on est dans les sports d'aujourd'hui, il y a quand même un besoin de quantification qui est très important. Alain Descarmes, Alain Boisnet, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Dans la seconde partie de l'émission, nous aurons un entretien avec Bernard Boly, responsable de sport de haut niveau à la Défense et bien d'autres choses. Bernard Boly, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable du sport de haut niveau à la Défense, également responsable du projet Parasport à la Défense, ainsi que des Invictus Games, vous allez nous en dire plus. Et je crois qu'à vos heures perdues, vous êtes également commentateur sportif, rien que ça. Alors avec vous, on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le concret, je dirais, puisque vous êtes aux côtés des athlètes. Les téléspectateurs ne savent probablement pas qu'il existe à la Défense un programme spécifique pour les athlètes de haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots en quoi cela consiste ? Alors oui, la Défense donc, consacre 30 contrats de militaires à des sportifs de haut niveau. Donc ce sont des sportifs qui se présentent via leur fédération et sont donc recrutés sur base de leur CV sportif. Ce CV, ça veut dire qu'ils doivent déjà avoir un beau CV, donc, puisqu'on exige un top 8 européen ou un top 12 mondial dans leur catégorie d'âge, dans un premier temps. Et ensuite, une fois qu'ils sont retenus par une commission de sélection, ils sont invités à suivre la formation militaire comme tout militaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire 14 semaines de formation en tant que militaire, ce qui fait d'eux des militaires. Et
ensuite, on leur remet comme une sorte de casquette de sportifs d'élite qu'ils doivent défendre en réalisant des résultats avec l'aide de leur fédération. Donc le but final est d'atteindre une qualification aux Jeux Olympiques. Et chaque année, ils sont évalués donc, sur des critères qui sont fixés par cette commission. Et donc l'objectif est vraiment de les soutenir via leur fédération et via la défense en leur offrant un contrat et une sécurité d'emploi aussi pour la suite. Donc si je comprends bien, ces athlètes ne vivent pas en caserne au quotidien avec les autres militaires. Ils sont militaires mais s'entraînent dans leurs infrastructures liées à leur sport. Mais quand même, ces 14 semaines de formation, qu'est-ce que cela leur apporte? Est-ce que vous avez des retours par rapport à cette formation militaire et peut-être à l'apport que cette formation de base peut leur donner pour la pratique de leur sport? Oui, effectivement, ce ne sont pas des militaires en tant que tels. C'est vrai qu'ils ne vont pas s'habiller le matin avec leur tenue de toile, ils vont plutôt enfiler leur training, donc ils sont à disposition de leur fédération pour s'entraîner. Donc entre le militaire qui a fait sa formation de base en même temps qu'eux, ce militaire va aller dans son unité. Eux, on va dire que leur unité, c'est leur fédération. Et donc, au jour le jour, ils ont un boulot qui est d'être l'ambassadeur de la défense sur les terrains de sport, principalement. C'est une manière pour la défense aussi de soutenir le sport belge et de soutenir la nation. C'est un peu une sorte d'aide à la nation aussi, puisque, on l'a dit dans la première partie de l'émission, hein, le sport provoque aussi de l'émulation et rend fier aussi la nation. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif principal. Et au niveau de leur formation militaire, c'est vrai que les retours sont souvent ceux de dire, ben voilà, ce sportif qui a été habitué à vivre parfois seul, parce que ce sont principalement pour nous des sports individuels que l'on soutient, et des sports qui ne sont pas aussi rémunérateurs que peuvent l'être des sports comme le football, comme le golf, comme la Formule 1 ou autre. Et donc, ce sont des sportifs qui ont eu l'habitude d'être, on va dire, entre les terrains de sport et l'école. Et donc, quand ils viennent suivre leur formation, ils découvrent la vie en groupe, ils découvrent les règles de vie en groupe aussi, des règles de structure, donc de structurer la journée. Et c'est vrai que la plupart des fédérations nous disent que cette formation les rend plus forts mentalement. Et donc, je reviens aussi sur la première partie de l'émission où, finalement, on va dire que ça permet de les structurer dans leur esprit et dans les objectifs à se fixer et à respecter aussi, puisque chaque année, ils ont un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est d'obtenir les résultats pour pouvoir garder cette casquette de militaire de sportif d'élite, parce que militaire, ils le restent jusqu'à la fin de leur carrière. Oui, c'est assez extraordinaire et permettez-moi, je ne résiste pas à la tentation de dire qu'il y a un prolongement extraordinaire avec les Jeux Olympiques de l'Antiquité, où on sait que les grands athlètes dont les noms nous sont parvenus étaient eux aussi des militaires de formation. C'est assez extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de quelques-uns de ces athlètes ? Alors, parmi les athlètes, on va dire, principaux et actuellement en vue, on a Alexander Dome, donc, qui a été champion du monde du 400 mètres et avec également l'équipe du 4x400 mètres. On a dans le judo Thomas Nikiforov aussi, qui a été plusieurs fois champion d'Europe et qui a gagné pas mal de grands chelems. On a eu dans on va dire un passé mais assez récent, Frédéric Van Lierde, qui a gagné l'Ironman d'Hawaï. Donc, on est là sur une discipline qui n'est pas olympique et donc, comme je le disais, l'objectif pour nous, c'est de viser les disciplines olympiques, mais on ouvre aussi aux disciplines non olympiques parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il y a certaines disciplines qui ne sont pas, on va dire, autorisées ou acceptées dans le giron des Jeux olympiques. Et je pense que c'est aussi important de soutenir ces gens aussi. Et donc, je prends l'exemple de l'Ironman. Quand on se lance dans un Ironman, là aussi, il est nécessaire d'avoir du support, que ce soit financier et la garantie de se dire, voilà, si j'y n'arrive pas, j'aurai une sécurité d'emploi par la suite en restant militaire. Et d'avoir cette idée qui est aussi au sein de la défense, de défense des valeurs, de persévérance. Voilà, l'Ironman, je pense que celui qui en a au moins fait un, ou qui en tout cas a l'ambition d'en faire un, se dit qu'il faut pas mal de persévérance pour arriver au bout. Donc voilà, ça, ce sont les principaux noms que je peux avancer.
Et pour cet été, on attend combien d'athlètes de la Défense à Paris ? Alors à Paris, on espère atteindre 10 athlètes, donc sur les 30, ce qui est un beau ratio. Ce serait la première fois qu'on a autant d'athlètes présents aux Jeux Olympiques. Actuellement, notre record est de 5 athlètes. Donc ici, on a vraiment une génération qui est vraiment performante et qui devrait nous permettre d'avoir, on espère, une dizaine d'athlètes aux Jeux Olympiques. Et on a parlé de dépassement tout au long de l'émission, mais je voudrais signaler que vous êtes aussi responsable, donc je le répète, du projet Parasport à la Défense. Évidemment, les sports paralympiques sont beaucoup moins médiatisés que les autres, malheureusement. Pourtant, s'il y a bien un domaine où on doit se dépasser, c'est là. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors là aussi, la Défense a ouvert une porte, parce que c'est vrai que dans l'idée générale, un militaire est quelqu'un qui est complètement, en condition physique optimale. Et aujourd'hui, malheureusement, on a au sein de la communauté militaire des gens qui ont soit été blessés par le fait de leur service, puisqu'ils sont engagés sur certains lieux de conflit, et donc il y a des risques inévitables. Et on a des personnes aussi qui sont atteintes de maladies, qu'elles soient physiques ou psychiques, parce qu'il y a quand même aussi dans certains cas des traumatismes post-opération ou post-exercice qui peuvent apparaître chez certaines personnes. Et donc, depuis 2020, la Défense a ouvert cette porte donc, des Invictus Games, qui sont donc des jeux destinés au personnel militaire blessé et malade, et qui se déroulent tous les 2 ans, et où l'objectif est vraiment de proposer cela pour se reconstruire par la pratique du sport. Donc, l'idée, elle est vraiment de dire on reste et on garde les gens dans la communauté militaire. On essaye de leur proposer une manière de se reconstruire, parce que peut-être que leur boulot a fait qu'ils ont eu un problème physique ou un problème psychique. Et donc, on les aide à se reconstruire. Et le sport est je pense, un très bon moyen pour cela, parce que ça donne des perspectives, ça donne des objectifs aussi. Et le fait d'aller à des jeux où il y a d'autres personnes blessées aussi, on rejoint de nouveau l'idéal de l'olympisme avec la fraternité et le dépassement de soi, qui sont présents aussi dans ces jeux, même si ce ne sont pas les Jeux paralympiques, ce sont les Jeux Invictus. Mais l'idée reste la même, c'est d'être ensemble et de se dépasser ensemble. Bernard Boly, je vous remercie. On ne pouvait pas clôturer mieux cette émission que sur ce que vous venez de dire. Chers téléspectateurs, ceci clôture la fin de notre émission. On a parlé de dépassement de soi, de transformation de soi, d'accomplissement de soi. J'espère que les intervenants qui ont participé au débat vous ont permis d'acquérir quelques clés qui vous permettront peut-être cet été de regarder les Jeux Olympiques de Paris d'un œil différent. À bientôt pour une prochaine émission de La Pensée et les Hommes.